On retrouve le Nicolas Hulot qui plaît à l'opinion publique et aux Français, en fait, le lanceur d'alerte, dans cette force qu'il a à mobiliser l'opinion. Donc moi, je ne mènerai pas un débat lexical sur le bon mot ou la bonne expression. C'est un fait que sa parole est amoindrie par son passage gouvernemental. On ne va pas épiloguer là-dessus. Et en même temps, ce qu'il pointe, c'est une réalité. L'urgence climatique, l'effondrement de la biodiversité, ce n'est pas le futur, c'est la réalité que nous vivons en fait depuis 50 ans. Plus de la moitié des vertébrés sauvages ont disparu. Sauf que ça va beaucoup plus vite qu'on le pensait. Ça va beaucoup plus vite, on le sait. Les rapports du GIEC le disent régulièrement, en tout cas tous les ans. Les experts chaque fois on vous dit si on ose de 2 degrés, ce sera bien. Puis on vous dit après, bah non, c'est déjà plus ça. Il le dit avec une plus grande liberté que quand il était au gouvernement. Il était assez loyal au gouvernement et cette loyauté a pris fin à un moment donné quand il a estimé, il l'a dit très clairement lors de son départ, que ce gouvernement était plus sensible au lobby qu'à la cause écologique. Et il pointe quand même des politiques qui ne sont pas des politiques mineures. Quand il dit qu'en signant le CETA, on participe en fait à la fois au changement climatique, à l'effondrement de la biodiversité. Ça, c'est l'accord avec le Canada qui va être signé début juillet. Voilà. Et il y a un accord aujourd'hui qui est en préparation, qui a reçu en fait le feu vert de la Commission européenne, qui est l'accord commercial avec le Mercosur. Et on le sait depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro au Brésil, que c'est un accord qui va contribuer, par exemple, à la déforestation massive de l'Amazonie, qui est un poumon, pas simplement pour l'Amérique latine, mais pour l'ensemble de la planète. 80% des surfaces qui ont été finalement l'objet de déforestation dans le monde, c'est en Amérique latine que ça se passe. Donc ça va contribuer à une crise encore plus grave avec des conséquences que l'on connaît sur les pollutions, sur la crise climatique, bref. Et donc moi je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison de s'adresser à l'opinion publique avec les mots qui lui appartiennent. Il le dit, s'opposer au développement des accords de libre-échange, avoir des politiques très ambitieuses par exemple sur les transports, avoir des politiques très ambitieuses sur la fiscalité. Et là-dessus, j'ai un point de désaccord avec M. Apathy. Moi, je ne crois pas, en effet, que les Français soient opposés quand on prend des mesures. Cette idée, en fait, que les opinions publiques seraient rétives, moi, je crois que les responsables politiques sont très loin, en fait, d'avoir la prise de conscience que les opinions publiques manifestent depuis des années. Demain, par exemple... Mais laissez-moi finir. Non, mais c'est intéressant sur une mesure. Mais laissez-moi finir sur une mesure. Ça lui a échappé, les Gilets jaunes. Non, ça ne m'a pas échappé, parce que je ne fais pas la même analyse que vous. L'augmentation du prix des carburants, M. Apathy, ce n'était pas une mesure écolo. Ça ne concernait pas le kérosène, ça ne concernait pas donc le transport aérien. Les sommes qui étaient recueillies suite à l'augmentation de ce prix n'allaient pas à la transition écologique. Moins de 20% de cette somme était fléchée. Le reste allait simplement compenser les choix fiscaux que le gouvernement avait fait en début de quinquennat, la suppression de l'ISF ou la flat tax. Donc les Français se disent, on nous raconte que c'est pour l'écologie, et en fait, non, c'est pour financer une politique fiscale injuste. Attendez, parce que demain, par exemple, vous avez vu, il n'y a plus que les vignettes critères 0, 1, 2, 3 pour une grande partie de l'Île-de-France. Il y a énormément de gens qui disent, mais moi, ma vieille camionnette, comment je fais pour aller travailler ? Ma voiture, j'ai pas d'argent pour la changer. Écoutez Emmanuel Macron, qui lui, alors c'était pendant la fête de la musique avec Elton John, qui venait de décorer de la Légion d'honneur, il dit, mais vous les jeunes, mais allez-y, poussez-moi à bout. Alors moi, j'ai besoin d'une chose, c'est que vous nous rendiez la vie impossible, nous, les dirigeants. J'ai vu la jeunesse de France, comme la jeunesse d'Europe, le faire sur le climat avec beaucoup d'énergie, en nous rappelant que ce n'était pas assez et jamais assez. Moi, j'ai besoin de cette énergie-là, parce que plus vous faites ça, plus ça nous oblige à bouger. Alors, ça, c'est la version officielle. Rendez-moi la vie impossible. Sauf que, vendredi dernier, il y a une association écologique qui s'appelle Extinction Rébellion, qui est pour l'urgence climatique et qui est adepte de la désobéissance civile, qui occupait pacifiquement un des ponts de Paris dans le centre. Et regardez la suite.
Voilà, alors j'ai besoin de vous. Bon, gazage, mais même en retirant les lunettes de soleil face à des militants complètement stoïques. Même le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demande une enquête au CRS sur la gestion de l'ordre public, en disant qu'effectivement, il y a peut-être matière à critiquer tout ça. Voilà. Réaction sur ce qu'on vient de voir et d'entendre, Sergio Coronado. Je crois que ça illustre parfaitement en fait la contradiction. Pour voir le double langage en fait des responsables politiques et notamment de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils appellent donc la jeunesse à se mobiliser, ce qu'elle fait depuis un certain temps, hein, les marches au climat, la pétition, l'affaire du siècle, la plainte pour inaction climatique contre le gouvernement devant les tribunaux. Et puis ces lycéens qui se sont mis en grève les vendredis passés. C'est pas que des lycéens, il y a aussi des adultes. Non, mais il y a eu la grève des lycéens. Dans le mouvement global, il y a toute une série de secteurs de la population qui se mobilisent. Et là, on voit effectivement Extinction Rebellion, qui est une association sur l'urgence climatique, qui décide d'occuper très pacifiquement un pont de Paris, en fait, et qui se fait matraquer. C'est-à-dire... Non, pas matraquer, gazer. Ils se font matraquer après. Non, pas gazer non plus. Ils se font matraquer après. Ils se font matraquer un peu. Ils se font matraquer après. Pour dégager, ils ont d'abord été... ils ont été gazés et ensuite ils ont été matraqués. Donc voilà la réponse politique qu'apporte ce gouvernement. Je finis, vous pourrez m'interrompre ou répondre. La première réponse politique, c'est ça. Sur la plainte pour inaction climatique, vous n'avez rien fait. Sur les associations, il y en a 4 environnementales qui vous ont adressé des revendications très précises sur l'urgence climatique, vous n'avez pas répondu. Quand des gens se mobilisent comme ça, ils se font gazés et matraqués. Pour l'instant, c'est la seule réponse que vous apportez. Et donc, moi, je suis tout à fait contre l'idée qui est développée un peu ici, en fait, qui consisterait à dire, au fond, que l'on prend du retard, que l'on n'avance pas en termes de politique publique, en raison de l'opposition de la population. Moi, ce que je constate, c'est un peu le contraire. C'est une prise de conscience qui est lente, mais qui existe depuis 20 ans, et qui se manifeste aujourd'hui dans un mouvement global de justice climatique partout dans le monde, et notamment en France, et des politiques, des responsables politiques, jeunes d'ailleurs. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que Emmanuel Macron, qui a 40 balais, soit à ce point éloigné de la conscience écolo de sa génération. C'est quand même un des responsables politiques. Pas côté discours, quand il reçoit côté discours, tout le monde peut en faire des discours. Quand il a Elton John à côté, quand il... Tout le monde peut en faire des discours, mais qu'il soit si peu sensible à l'urgence écolo. Et il pourrait en fait, il aurait pu prendre en fait, et il avait tenté de le faire dans sa déclaration face à Bush, quand les États-Unis avaient quitté l'accord de Paris, il aurait pu prendre le leadership sur cette question-là. Et il ne l'a pas fait. Et la démission de Nicolas Hulot, qui a pointé en fait les insuffisances gouvernementales, le poids des lobbies, le fait que ce gouvernement a un double langage, que ces politiques ne font rien pour l'urgence climatique. Mais là, voilà la situation à laquelle on a collé les deux.